Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver donc pour ce webinaire qu'on a voulu faire aujourd'hui avec Florent parce qu'on est dans un monde qui va toujours plus vite, avec toujours plus d'impératifs, d'injonctions et de peurs, ce qui entraîne quand même une hausse du mal-être général et qui a tendance à nous déconnecter de nous-mêmes. Donc, durant ce webinaire, on va explorer ensemble comment se reconnecter avec ses désirs profonds, se connecter avec son âme et entendre ses messages. Alors pour tout ça, j'ai fait appel donc à Florent Dechoz, qui a plus de 40 années de pratique dans la relation d'aide au sens large. Il est fondateur de l'Institut Arc-en-Ciel. Il propose régulièrement des stages et des formations que vous pouvez retrouver sur son site, donc institutarc-en-ciel.com. Il a publié également 3 livres, dont le premier est L'expérience chamanique, donc aux éditions Vega, qui sont très d'Angel. Le deuxième, qui est Et si vous étiez un jumeau né seul? Et enfin, le troisième, le manuel d'insurrection Pas trop spirituelle. près du cas. Voilà, c'est bon, j'y suis. Ah, je suis désolé, le flou se met devant. Le manuel d'insurrection spirituelle que de toute façon vous pouvez également retrouver directement sur ce site internet pour en savoir plus. Donc, bienvenue à toi, Florent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'essentiel dans ta présentation? Non, c'est bien déjà. C'est déjà pas C'est mal, hein? bien. Ouais, c'est D'accord. déjà pas mal. Bravo. Allez, ce soir, on va parler donc principalement donc de l'âme et d'insurrection spirituelle, qui est donc bien sûr le titre de ton dernier livre. Euh, mais avant toute chose, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, on va faire appel à plusieurs notions, dont la notion d'âme, la notion de spiritualité et la notion de conscience. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous proposer des définitions de ces 3 termes pour qu'en fait on soit tous à peu près au même niveau d'information autour de ça et bien comprendre de quoi on parle ce soir? Alors, oui, c'est important parce que le mot âme, on peut tous avoir plein de définitions. Voilà, donc c'est intéressant dans notre contexte de ce soir et notre contexte plus général, notamment dans les stages, dans les livres, voir un petit peu comment aujourd'hui je peux en parler en sachant que si je prends les 15 dernières années, ma représentation de l'âme a beaucoup évolué. Et alors là, j'ai un sondage qui vient de s'afficher. C'est normal? Oui, c'est normal, c'est bon, je gère. D'accord. Euh, donc moi, je vais enlever la question. Hop, voilà. Euh, oui, donc je disais, cette notion d'âme a évolué beaucoup pour moi dans ma définition personnelle. Donc aujourd'hui, ce que je peux en dire, c'est vraiment quelque chose qui permet de s'animer et de s'animer avec un contexte dans son présent, mais relié à son passé et à son futur. C'est-à-dire comme si l'âme avait une sorte de continuum, un lien. Donc là, on est déjà dans quelque chose, dans une conception quantique de l'espace et du temps. C'est-à-dire que ma dynamique de vie aujourd'hui, elle est conditionnée par le passé, ça se comprend assez facilement, mais le futur peut aussi infléchir quelque chose dans mon présent. C'est-à-dire que si j'utilise ma force mentale, que je la projette dans un futur merveilleux, bah, quelque part, ce futur peut revenir impacter mon présent et le dérouler, et parfois aussi infléchir des conditionnements en lien avec des traumatismes du passé, très pragmatiquement. Voilà. Et est-ce que ce qu'on peut appeler le pouvoir de l'intention d'une certaine manière, ou tu te détaches un petit peu de cette notion? Alors, on peut amener ça avec le pouvoir de l'intention. Après, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le pouvoir de l'intention et il faut quand même rester dans des perspectives raisonnables de l'intention pour pouvoir quand même avoir une ligne de vie. Le pouvoir de l'intention, parfois, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme, c'est la dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle n'a rien à voir avec la dimension de l'ego. C'est-à-dire que je peux avoir envie d'être riche, mais spirituellement, cela ne peut avoir aucun sens pour moi. Ça peut avoir du sens que j'ai un confort matériel pour pouvoir œuvrer, mais spirituellement, être riche n'a pas de sens, donc je ne serai jamais riche, par exemple. Et donc, il faut bien faire la distinction entre qu'est-ce que c'est qui est
d'un désir de l'ego. Je veux avoir une grosse voiture, une grosse maison, un château, Hmm. un gros yacht. Et en fait, ça, c'est l'ego qui parle, la matérialité qui s'exprime, mais le sens spirituel est complètement enfoui là-dessous. Et l'âme, c'est vraiment cette dimension très, un chuchotement intérieur qui cherche à révéler le meilleur de mon évolution spirituelle. Et là, on est complètement en dehors des clous de ce que peut représenter mon métier, ma famille, mes prestations sociales et tout ça, mes représentations sociales et tous ces aspects-là qui représentent une certaine forme de vernis de superficialité. Ok, Alors, merci. tu m'avais parlé d'âme et après, tu avais évoqué d'autres mots à définir La spiritualité et la et conscience. la conscience, voilà. Alors, moi, très souvent, je mets la conscience très proche de la spiritualité. C'est-à-dire que la conscience permet d'avoir une spiritualité incarnée. Le challenge, c'est de garder une spiritualité ancrée dans la matière, y compris dans l'interaction humaine. Et dans cette interaction humaine, eh ben, ce qui va élever le débat de l'interaction humaine, par exemple, c'est le niveau de conscience que je positionne dans la rencontre, y compris dans mon avancée dans la vie en général. Et donc, il y a vraiment cette dimension où on peut avoir envie par moment de vivre des extases, des choses spirituellement très Hmm. enlevées, très élevées, de grandes extases, des participations, des grâces qui viennent, des choses très mystiques, on dirait. Et en même temps, si ce n'est qu'un flash, ben, concrètement, on n'en fait pas grand-chose. Alors que Hmm. quand on vit ces états d'expansion dans la lumière, on va dire, pour faire simple, donc à travers des grâces, des extases, si derrière il y a un dégagement de conscience qui permet de m'élever intérieurement, à ce moment-là, je peux en faire quelque chose de participatif à ce monde. Et c'est très différent. Moi, j'aime bien le terme mystico-pété, c'est-à-dire je suis très Hmm. spirituel, mais en fait, j'ai aucun ancrage. Et là, c'est un peu compliqué parce que je peux être bercé complètement d'illusions. Ouais. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est quand même de ramener dans l'horizontalité ce que tu trouves dans la verticalité. Oui. Et ok. Il y a deux Euh, dimensions en fait dans l'évolution spirituelle. Il y a une dimension très intime dans cette évolution spirituelle, c'est-à-dire qui a du mal à se dire, à se nommer, parce que c'est quelque chose de très fin, de très subtil. Et puis, il y a la dimension spirituelle. euh, Par exemple, quand on donne des soins avec ces bras de levier-là, donc, par exemple, la prière, on va utiliser une prière avec un saint guérisseur qu'on va pour utiliser dans certains types de soins. Ben, en fait, c'est une façon très pragmatique de créer une évolution à travers une maladie ou quelque chose de difficile pour le patient. Et donc, c'est à la fois euh, une émergence spirituelle qui se concrétise comme ça. Donc, on prie Sainte Rita, Sainte Thècle, Sainte Philomène, Padre Pio, par exemple. Et à côté de ça, il y a une autre évolution spirituelle beaucoup plus intime, beaucoup plus individuelle, où là, souvent, les mots manquent. Voilà. Voilà, donc je peux parler des soins spirituels là, mais je ne parlerai pas en public de mon intimité spirituelle, c'est très personnel. Bien sûr. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à l'insurrection spirituelle? Voilà. Donc évidemment, le premier mot que tu n'as pas nommé, c'est un manuel. Donc ça veut dire, Oui. entre guillemets, un livre d'exercice. C'est-à-dire où je décortique certaines pratiques Mhm. vraiment pour pouvoir les expliquer, leur sens, comment ça fonctionne, l'intérêt de ces pratiques. Et puis donc l'insurrection à ce moment-là, sa définition pour moi aujourd'hui, c'est pas du tout rentrer en révolte contre, comme dans l'esprit de la Révolution, c'est plutôt une définition du 14e ou 15e siècle, c'est une élévation intérieure. Donc ça, c'est comme si je rentrais en insurrection avec moi-même pour m'obliger à trouver cet axe vertical refondateur d'une dynamique de vie évolutive très intense. Ouais, donc ça, c'est important ce que tu disais, c'est qu'en l'occurrence, c'est pas une insurrection qui va, entre guillemets, vers l'extérieur,
Non. En tout cas, pas dans un premier temps. C'est avant tout quelque chose de très interne qui permet, j'ai envie de dire, alors c'est peut-être un peu simpliste, mais de s'écouter soi-même en tout cas, de comprendre un peu mieux les aspirations que peut avoir notre âme et Oui, comment s'y reconnecter. Et, ça fait le lien avec ce que je disais en introduction, qu'aujourd'hui tout va plus vite, tout va plus fort et les peurs sont souvent là. oui, Euh, mais c'est en aucun cas, par contre, une promesse d'éveil instantané. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est un manuel. oui. Un manuel, on peut le suivre, mais c'est pas un coup de baguette magique. Après toutes ces années, je ne saurais pas donner une définition de l'éveil. Alors peut-être que les gens qui pratiquent le bouddhisme sont très avertis sur cette terminologie. Pour ma part, je me refuse à donner la moindre définition de l'éveil. Moi, j'aime plutôt parler d'une élévation de conscience. Mhm. De toute façon, que ce soit l'éveil, comme je peux l'imaginer, ou un état d'insurrection intérieure, ça passe toujours par son chemin intérieur. C'est le chemin intérieur individuel qui permet d'élever et de modifier la conscience autour de soi. Hein, pour avoir quand même rencontré pas mal de gens qui m'évoquent leur cheminement et comment dans leur famille c'est mal vécu, ou mal reçu, mal perçu, et ben en fait il y a quand même un moment donné où il y a toujours quelqu'un dans la famille, une, deux, trois, quatre personnes qui sont curieux du chemin qu'a pratiqué, qu'a suivi une personne, un individu, et comment quelque part la conscience, elle contamine une famille en tirant vers le haut la conscience. Et si on revient sur l'expression des inquiétudes collectives qu'il peut y avoir autour d'une sorte d'accélération où on se sent peut-être même débordé par la technologie, ben, en fait, c'est comme si c'était la conscience individuelle qui va contaminer le collectif petit à petit, parce qu'en fait, toutes les âmes cherchent à s'étirer vers le haut, à évoluer en conscience par le haut. Et donc, il y a des choses qui sont très difficiles à accepter. Et puis, il y a un moment donné, il y a des points de bascule collectifs. Et puis, les choses s'améliorent petit à petit, la conscience évolue. Et moi, je trouve qu'actuellement, on peut vraiment s'inquiéter, parce qu'on entend beaucoup de choses inquiétantes. Et en même temps, ma petite voix intérieure, elle est très confiante sur l'évolution, dans le sens où il y a quelque chose, il y a tellement de petites choses qui se passent dans des initiatives individuelles ou des petits groupes qui montrent qu'en fait, le système d'après est déjà prêt à enchanter de mille merveilles un nouveau monde, une nouvelle terre. Donc moi, je suis très paisible avec ce brouhaha ambiant où c'est comme dans un accident, c'est pas celui qui crie le plus fort qui est le plus blessé. Mhm. Il y a vraiment quelque chose qui crie fort en ce moment, mais en fait, dans l'intelligence collective, il y a vraiment une dimension internationale hein, qui tire vers le haut. Et les vieux systèmes, bon, bah, ils sont aux abois, ils crient fort, mais je suis très confiant. Voilà. Après, mon impatience intérieure aimerait que ça aille plus vite. Mhm. Je trouve le temps long et en même temps, bah, j'accepte une certaine forme de lenteur parce que la conscience est toujours lente. Je pense que c'est important de l'entendre Ouais. et de s'en souvenir. Là, tu nous parles un petit peu de ta petite voix intérieure. Euh, je pense que c'est une qu'on, j'espère en tout cas que chacun a pu au moins une fois entendre dans sa vie. Mais pour accompagner un petit peu ce process, pour toi, quels seraient les signes en fait de cette manifestation de cette petite voix intérieure? Comment la reconnaître? Comment est-ce qu'elle peut s'adresser à nous? Alors, la petite voix intérieure, déjà, elle nous parle quand on a arrêté le brouhaha mental, donc Mhm. avec la pensée en arborescence qui cogite en permanence, et puis quand on est paisible émotionnellement. Donc pour la plupart des gens, ça arrive la nuit quand ils dorment. À travers les rêves. Voilà. Ouais. Donc, il y a des rêves qui peuvent vraiment être une voie d'initiation, une voie de révélation d'un, d'une magie intérieure. Donc, des rêves qui sont très interpellants, qui sont vraiment des messages.
Donc ça, c'est la première voie. Dans le chamanisme, il y a vraiment des experts du rêve chamanique, hein, qu'on appelle ça. Donc en posant des questions avant de s'endormir, en posant plusieurs nuits d'affilée la même question pour entendre différentes voix symboliques que le rêve a d'évoquer. Voilà, donc ça, c'est la première voie qui me paraît importante. Ensuite, pour les méditants, ceux qui méditent ou ceux qui ont des pratiques vraiment de silence et d'élargissement de conscience, bah, des fois, c'est une fulgurance de pensée en disant, ah ouais, ça, c'est ça que je sens. Il y a une petite voix intérieure là qui peut s'exprimer dans ces moments d'expansion de conscience, mais en étant en silence émotionnel et mental. Voilà, c'est un peu le paradoxe. Euh, Ensuite me vient l'idée des fois, des synchronicités. Euh, Hmm. Quand, je sais pas, je regarde une pub, je vais au cinéma, je regarde un film, une conversation de comptoir, une conversation d'un ami, des thématiques qui reviennent comme ça, en disant, mais c'est bizarre, pourquoi cette thématique-là, elle revient autant dans ma vie? Donc vraiment, les synchronicités qui peuvent être là pour nous interpeller. Et là, à ce moment-là, c'est intéressant de se poser et dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ça voudrait me dire si je me laissais porter par mon intuition, voilà, que je mettais ça un peu au centre. Et puis des fois, ben, hélas, c'est dans des drames, Hmm. dans des épuisements. Il y a quelque chose qui s'épuise et dans l'épuisement, il y a quelque chose qui devient juste une évidence. Et l'épuisement le plus connu, c'est les expériences de mort imminente, hein. Comme on dit, comme disent les jeunes, on est au bout de sa vie et on passe de Ouais. l'autre côté. Et en passant de l'autre côté, ben, il y a un message, il y a une inspiration magistrale. Quand les gens reviennent, très souvent, bon, ils peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu, perçu de l'autre côté. Et puis, ben, il y a le changement radical de vie. Voilà. Donc, on peut retrouver ça dans des films, hein. Le cinéma est gorgé de jolis moments comme ça qui sont moi, j'aime pas trop la violence, hein, je ne prends pas beaucoup de plaisir, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des gens, ils se poussent tellement loin, et dans les pratiques, les rituels chamaniques, il y a vraiment tous ces grands rituels dans l'épuisement, hein, que ce soit par le chaud, le froid, l'enfermement, la privation de nourriture ou de boisson, qui amènent le système à l'extrême. Et là, les gens, d'un seul coup, il y a une fulgurance qui arrive à la conscience. Voilà. Moi, je suis plus intuitif et j'aime le pilotage doux. Voilà. Ouais, on comprend. Mais c'est super parce que ça présente en tout cas différentes approches qui peuvent être des signes et des indices pour chacun et chacune pour comment en fait écouter entre guillemets ces petites voix. Mais la question est comment la différencier de ce qui peut être de l'ego. On en a parlé rapidement un petit peu avant. Mm. Des fois, en fait, ce qu'on voudrait croire être entre guillemets notre cheminement spirituel propre n'est en fait que un biais de l'ego. Et ça, à différencier, je crois que c'est pas toujours évident. Alors, déjà en préambule, avant de répondre à cette question très importante, l'ego, entre guillemets, est nécessaire. C'est-à-dire que, par exemple, pour Mhm. ce webinaire de ce soir, toi et moi, il a fallu qu'on mette en place, qu'on bouge quelque chose en nous pour entrer en contact, se mettre en lien, choisir une thématique, voilà, qu'on s'organise. Donc, ça veut dire que toi et moi, on a deux égos qui se sont rencontrés en se mettant à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, l'ego, c'est vraiment cette force qui nous donne envie d'aller à l'extérieur. Ensuite, il y a l'ego malsain, pour faire très simple. Donc, un ego qui va plutôt chercher à nous détruire, soit en nous faisant prendre, en nous berçant d'illusions que nous sommes des super-héros avec des super-pouvoirs, ou alors, à contrario, à l'opposé, que vraiment on est des êtres inférieurs qui n'ont aucune valeur. Et ces deux extrêmes sont deux parts d'ego malsain. Et par rapport à un message de l'âme, qui, pour permettre de différencier un peu quand est-ce que c'est un message de l'âme sain ou un message, un appel de l'ego malsain, il y a un petit truc à l'intérieur de soi que moi j'aime bien observer. Quand il y a le message de l'âme, le message, il donne une joie douce.
C'est-à-dire, il Hmm. y a une espèce de waouh, ah ouais, ah ouais, quelque chose comme ça. Et donc, un espèce de contentement moderato. Quand l'ego passe par là, c'est vraiment une joie excitée. C'est pas une joie calme, c'est pas une joie paisible. C'est vraiment la joie hystérique de l'enfant qui découvre au pied du sapin de Noël un cadeau Hmm. inattendu. Il saute de joie partout. Et là, il y a le mouvement de l'ego, il y a quelque chose comme ça. La joie de l'ego, enfin de l'âme, c'est une joie qui est plus une contemplation bienheureuse. Je sais pas si j'essaie d'utiliser différentes expressions pour que notre éditoire puisse s'en approprier un ou deux dans son propre vocabulaire, mais c'est l'antithèse de la joie hystérique. Donc c'est deux fois la joie, mais l'âme, elle chuchote plus elle ne sort son, son habit d'apparat. Voilà. Ouais, ce qui ramène encore une fois plutôt à l'intériorité qu'à Oui. l'extériorité d'une certaine manière, du coup, autour de ça. On parle des Euh, fois d'extase, mais en fait là c'est une sorte d'anstase. C'est une extase interne, donc une anstase. Est-ce que tu as peut-être une ou deux autres indications de plus vraiment pour permettre à chacun d'arriver à faire, on va dire, cette différenciation-là? Je sais qu'on a un petit exercice qui est prévu après qui va peut-être aider, mais peut-être si tu peux le En commencer à le fait, nommer. l'évolution spirituelle, ça passe par un appel intérieur. Par exemple, moi je dis toujours aux gens, si tu as envie de venir faire l'Institut Arc-en-Ciel pour 3 ans, écoute l'appel intérieur. Parce que moi j'ai 1000 arguments, il y a des vidéos, il y a des textes. Qu'est-ce que dit ton silence intérieur par rapport à ton désir intérieur de suivre ce chemin-là? Et il me semble que, en fait, petit à petit, on peut apprendre dans son silence intérieur le chemin de la bonne décision, de la bonne orientation. Parce que, je sais pas, je prends un exemple qui peut paraître un petit peu saugrenu, mais je dois partir j'ai le choix dans deux destinations de vacances. Donc je vais être obligé de caricaturer un petit peu. Je pars dans un club med en Espagne, au bord de la mer, et puis j'ai l'opportunité d'aller faire un voyage en bateau dans les fjords, dans les pays nordiques. Donc deux ambiances très différentes. Et en même temps, je sais que j'ai des racines norvégiennes, des pays du Nord. Bah, quelque part, mon âme, probablement, elle va me dire, va respirer le parfum de tes racines, des racines de tes ancêtres. Parce que dans les racines de tes ancêtres, il peut y avoir vraiment quelque chose de délicieux que ton âme elle a envie de revisiter. Et souvent, dans nos voyages, et dans nos vacances de départ, souvent, c'est des lieux qui font rêver, mais ce ne sont pas des lieux qui évoquent quelque chose à notre âme. Voilà. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je préfère des vacances ou des explorations qui ne sont pas du tourisme, mais qui sont des moyens de me connecter à quelque chose qui fait sens ou qui met en curiosité mon âme. Et ça, pareil, c'est vraiment une écoute intérieure pour dire, voilà, on me propose ça, ouais, pas trop envie. Mais pourquoi? Ou ça, ah ouais, ça fait écho en moi. Voilà. Donc c'est pas très, forcément très pragmatique comme système, mais moi, l'écoute intérieure, elle est très pragmatique chez moi et je peux encourager vraiment Mais je suis sûr que parmi nos auditeurs, déjà beaucoup sont à cet endroit-là. Vous le souhaitez, en tout cas, n'hésitez pas à annuler vos billets d'avion ou de train et à changer de destination si à l'écoute de cela, ça vous évoque quelque chose. Euh, pour revenir un petit peu sur cette notion de boussole intérieure de l'âme, là on parle de choses entre guillemets assez légères puisqu'on est sur le voyage et c'est toujours plaisant, mais il y a des fois où on va être sur des situations plus compliquées, où notre âme va certainement s'exprimer, si tant est qu'on arrive à bien l'entendre dans ces situations-là qui peuvent être un peu difficiles. Et le choix qu'on va devoir faire va certainement inclure une perte, une douleur, parce que c'est des choix qui sont pas toujours évidents à faire.
Qu'est-ce que tu aurais à en dire et encore une fois, en mettre en perspective par rapport à l'ego aussi qui a Oui. peut-être son mot à dire là-dedans? Il y a deux exemples très concrets que tout le monde a probablement vécu. C'est la rupture amoureuse et la rupture professionnelle ou la réorientation professionnelle. Hmm. Et c'est des moments où intérieurement, on sent qu'il y a quelque chose qui s'étiole. Et vraiment, alors, ça s'étiole dans un premier temps, et après, il y a quelque chose qui peut rentrer dans un état dépressif, morose, terne. Quand quelque chose se ternit dans la relation, que ce soit une relation amoureuse ou une relation professionnelle, il y a quelque chose qui perd de l'enthousiasme, qui perd la joie de la rencontre, la joie d'aller travailler, d'aller retrouver ses collègues, etc. Et là, souvent, c'est intéressant de mesurer si c'est quelque chose qui, quand ça s'étiole, correspond à c'est comme si c'était la lumière de l'âme qui déclinait. Et dans les histoires amoureuses, des fois, ça peut aller jusqu'aux pensées suicidaires, ou vraiment Hmm. l'envie de tout faire péter. Enfin, il y a les gens décrivent plein d'expressions différentes, hein, pour dire je suis au bout du rouleau, voilà, j'en peux plus. Et donc là, il y a ce point de bascule, mais parfois, là, il y a la raison, et l'ego est pas loin derrière, qui va me dire non, reste dans cette relation-là parce que c'est confortable. Donc professionnellement, ça peut être un confort financier, une sorte de sécurité, mais ça amène au burn-out, tout simplement. Et puis dans le couple, dans la relation amoureuse, eh ben, quand les gens persistent à cet endroit-là, il y a un moment donné, ils trouvent une voie d'échappée. Donc ils peuvent rester dans un couple dysfonctionnel, voire toxique, et puis trouver de la respiration ailleurs, de plein de façons, dans le sport, dans les loisirs, dans les amitiés, avec les amants et les maîtresses, enfin voilà, créer des vies parallèles, parce que la perte peut être pour certaines personnes, mais juste mortifiante. Et à ce Hmm. moment-là, ils préfèrent vivre quelque chose d'un peu bancal, voire des fois de très bancal, jusqu'au moment où la raison ne suffit plus et l'urgence à sauver sa peau s'impose. Voilà, bon, on a pu y passer les uns et les autres. C'est pas les moments de plus grande délectation de la vie. Et en même temps, ça fait vraiment partie de la vie de dire à un moment donné, j'ai vraiment un choix urgent pour sauver ma peau. Et là, à ce moment-là, c'est pas l'ego. C'est c'est vraiment l'âme qui prend les manettes et qui dit, arrête, arrête, tu te fourvoies de façon trop éloignée de ce qui est sain pour toi. Même s'il y a du confort matériel, par exemple, comme on dit, tu vends ton âme au diable. Ouais. Mais ça, après, il faut trouver, du coup, si j'entends bien, le juste milieu entre la peur de la perte, l'échec, ce qui va être l'ordre du L'insécurité. vide, du tout, de l'insécurité de manière générale, entre un côté où, comment dire, il y a une volonté de l'âme, où il y a une peur aussi de l'ego. Enfin, puis des fois, il y a les phénomènes inverses, c'est-à-dire qu'il y a le côté peut-être un petit peu masochiste aussi qui peut rentrer en compte. Et du coup, trouver sa propre voie se fait a priori plutôt dans la lenteur et la douceur, même si l'épreuve est difficile. Ou dans la crise. Ou dans la crise. Ok. Donc ouais. Parce que souvent, il y a l'épanouissement se fait dans la lenteur, vraiment, Hmm. mais parfois l'évolution, elle se passe par des moments de crise. Et les crises sont nécessaires parce que c'est elles qui permettent de retourner la table. Et combien de fois, ou toi ou moi, avons dû retourner la table? Moi, sans doute Hmm. avec mon âge un peu plus que toi, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai vraiment eu ce sentiment de retourner la table en ayant le doute que c'était une bonne idée. Parce que le doute est là aussi en disant, Bien mince, sûr. est-ce que vraiment c'est la bonne solution, la bonne idée? Est-ce que je pourrais pas tenir encore un peu, négocier encore un peu avec moi, m'améliorer? Parce que c'est sûr, c'est l'autre qui a raison. Et là, on voit tout ce dialogue intérieur où l'ombre et la lumière, la Hmm. négociation, le doute s'installent. Et là, à ce moment-là, il n'y a que le vide et le silence.
d'où l'importance parfois de faire une retraite, de partir 2, 3 jours en stage, en randonnée, un truc où on va pouvoir se poser, changer d'environnement. Et dans ce changement d'environnement, souvent, il y a des décisions radicales qui tombent, c'est-à-dire vraiment où on va chercher la racine pour sortir de Hmm, la racine et réécrire un nouveau chapitre, un nouveau volume de sa vie, quoi. bien sûr. Euh, Ce qui est un petit peu paradoxal d'une certaine manière, puisqu'il y a un côté où ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, pour évoluer, l'âme a quelque part besoin de temps, l'évolution spirituelle se fait dans le temps, mais en même temps, on arrive sur des moments, entre guillemets, de crise qui, en général, sur des périodes relativement courtes, puisque on est face à l'insupportable pour soi-même, Ouais. et qui permettent, entre guillemets, de passer peut-être un cran ou pas, mais du coup, on est sur deux notions temporelles qui sont très paradoxales. C'est, c'est vraiment soit je rame dans le sens du vent, soit je rame à contre-courant ou à contre-vent. Et en général, donc on peut tenir un certain temps, et puis il y en a beaucoup qui tiennent très longtemps, hein, donc c'est vraiment très endurant. Et c'est pas forcément du masochisme dans le plaisir du maso, c'est Hmm, vraiment je suis endurant à la souffrance, mais je n'honore pas mon vivant. Et cette notion d'honorer son vivant, eh ben, la crise, des fois, elle amène à se ressaisir. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui se fait grignoter petit à petit, comme la grenouille qu'on met dans l'eau froide et puis qu'on met le feu tout doucement. Elle se laisse cuire tranquillement. Et parfois, la crise, l'état de choc, la fulgurance, elle permet vraiment de cogner fort. Alors, je sais plus par rapport à ta question si je suis à côté de la plaque ou ouais. si je réponds assez précisément. Je pense que t'es pas mal. Il y a une notion que tu évoques parfois, qui est de se connecter à son mental supérieur. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, le mental inférieur, c'est le mental où j'aime regarder les séries meurtrières, j'aime écouter les mauvaises informations, j'aime mes obsessions. Je me délecte de mes obsessions à l'alcool, au chocolat, au jeu, je sais pas, tout, au sport, enfin voilà, toutes mes pensées obsessionnelles qui finalement sont plus des modes d'agir qui vont me maltraiter qu'honorer le vivant. Et Hmm, le mental supérieur, c'est tout ce qui me tire vers le haut. Euh, je dis, tiens, je vais couper des fleurs et faire un joli bouquet. C'est du mental supérieur. Dès que je m'avachis dans mon canapé pour comme on dit dans le sud, rouméguer, ressasser hmm. des mauvaises Bien sûr, idées, ouais. des pensées noires, et on a tous ça, hein, on est tous équipés pareil à cet endroit-là. À ce moment-là, vibratoirement, il y a quelque chose qui s'étiole, qui s'affaisse, ma joie s'affaisse, ma joie profonde s'affaisse, et là, je rentre dans mon mode dépressif habituel. Et à partir de là, le diable est très, très, très content, il se délecte de ma noirceur intérieure. Et le mental supérieur, eh ben, tout ce qui me tire vers le haut, ben, il faut que j'ai un peu mis en place un catalogue. Et ce catalogue, des fois, ben, il s'apprend, il se découvre, il s'inspire des fois d'amis en disant, ah ouais, tu vas te faire masser des fois? Ah bah oui, une fois par mois, je me ferai un massage, j'ai le budget, ça va. Ah ouais, ah, c'est une bonne idée, j'y ai jamais pensé. Hop, je mets un sticker, le massage une fois par mois. Marcher, marcher, voilà, je suis pas très sportif, mais en fait, marcher, ça me fait beaucoup de bien. Puis il y a tellement de belles choses à découvrir. Ah ouais, ok. J'ai toujours rêvé de dessiner, eh ben, je prends des cours de dessin, etc. C'est de voir dans mon quotidien comment je peux amener des petites graines d'émerveillement et de créer des points de beauté. Je mets la Hmm, table, je suis tout seul, mais est-ce que je mange dans la casserole ou est-ce que je mets quand même une belle assiette, je mets un petit napperon joli que j'ai choisi parce que j'aime les fleurs, voilà. Et en fait, c'est que des petites choses, mais qui me entraînent mon mental en permanence. Comment je peux faire pour générer de la beauté? Parce que quand on génère de la beauté, ben, à l'intérieur de soi, il y a une forme d'émerveillement qui peut se mettre en marche. Si je n'entretiens pas ma capacité d'émerveillement, le mental inférieur peut prendre le dessus
très rapidement. Dans le mental supérieur, il y a aussi choisir les amis qui me font du bien. C'est-à-dire que il y a des gens qui nous pompent l'air, qui pompent l'énergie. Donc on peut se laisser un peu pomper l'énergie, c'est OK. Mais par contre, il y a vraiment des amis qui sont chers à mon cœur. Eh ben, que je prenne un Hmm. peu de temps et que je vérifie qu'évidemment, je ne leur pompe pas l'air à mon tour, mais vraiment que ce soit une joie partagée, un élan vital, voilà. Et ça peut être tout simple, hein, aller cogner une pétanque, aller jouer à la belote avec trois autres amis, voilà, créer des opportunités de famille d'âme. Voilà, où on rencontre sa famille d'âme. Et ça, on peut quand même vraiment le mettre en place à moindre prix à travers nos loisirs, dans des choses qui sont pas à des coûts exorbitants. Et on s'aperçoit que finalement, il y a plein de gens comme nous. Parce que ce qui tire le mental vers le bas, par exemple, c'est je suis compris de personne. Il n'y a pas grand monde qui m'aime. D'ailleurs, j'aime des gens, mais je me fais refouler. Donc, je suis pas sûr que ce soit vraiment de l'amour sincère. Peut-être que je me trompe, que je me fourvoie dans mes élans amoureux. Euh, Puis les gens sont pas très intéressants. Moi, quand j'entends des généralités comme ça, oh là là, en ce moment, le monde va mal, oh là là, je me dis, mais regarde, prends les bonnes infos là où il faut pour aller chercher là où ça va bien. Il y a tellement de jolis projets qui se font, tellement de choses incroyables. Et ça, c'est entraîner son mental à voir les belles choses. Si je mets mon regard seulement sur mes chaussures ou 1 mètre devant mes chaussures, je vois rien en ville. Je rate les architectures, je rate les choses qui sont en l'air. Il faut toujours marcher la tête en l'air et un peu regarder où on met les pieds, évidemment. Voilà. En même temps, c'est pas mal. Donc j'ai bien le sentiment de ne pas être exhaustif dans cette explication du mental supérieur, mais c'est quand même ce qui me fait du bien, ce qui honore le vivant. Ça, c'est quand même vraiment très important. On a Véronique qui nous pose justement une question autour de ça. Est-ce que le mental supérieur, c'est ce qu'on peut appeler le génie créatif? Ça en fait partie, bien sûr. Ça en fait Bien partie. sûr. Et c'est celui qui sait, le mental supérieur, être curieux de l'inconnu, être curieux du mystère, être curieux de sa force spirituelle, être curieux de ce que je connais pas, mais où j'ai l'intuition d'une curiosité. Avant d'avoir une curiosité, des fois, c'est un élan vers. Je sais pas si ça va être un élan d'une journée ou de 6 mois, mais Bien sûr. l'élan vers. Voilà. Et le mental supérieur aussi, c'est chercher à comprendre. Tout ce que je comprends pas, pourquoi? Le pourquoi de l'enfant. Tu sais, le moment où l'enfant, il arrête pas de se Ouais. couler. Et pourquoi ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Mais en fait, à l'intérieur de nous, si on réalimente ce pourquoi et qu'on cherche à comprendre, il y a vraiment quelque chose de réjouissant qui se met en place à ce moment-là. Et la créativité, évidemment, en fait partie. Mais pareil, si je crée, lorsque je suis sous drogue ou sous alcool, ma créativité, automatiquement, elle va être gobée par le sombre de mon mental inférieur et les productions ne seront pas forcément très élevées. Par contre, si, Hmm. si je médite 1 heure avant d'écrire, avant de peindre, avant de sculpter, peut-être que ma sculpture, ma création va être plus inspirée. Voilà. Est-ce que ça fait partie des exercices qu'on peut retrouver dans ton manuel d'insurrection spirituelle? Parce que je tiens à le dire, il est quand même très bien fait, puisqu'on retrouve des audios, je crois quasiment pour chaque chapitre, où tu nous accompagnes du coup avec des propositions d'exercices tout au long, ce qui Oui. correspond vraiment à un manuel qui va au-delà de l'aspect écrit et qui propose vraiment, pour moi je trouve que c'est une super valeur ajoutée bah, en fait, concrètement, des exercices avec toi de plusieurs minutes pour pratiquer quotidiennement, idéalement, et de manière régulière si possible. Oui, et donc il y en a 10 hein, au total. Donc c'est des pratiques dites spirituelles, hein, mais on part quand même par l'eau, le feu, le soleil, le feu magmatique. Puis après, on va un peu crescendo dans les pratiques, comment purifier un espace, voilà, comment purifier son espace de vie par la méditation, par ce type de pratique.
Et puis ça va un peu plus loin. Et c'est vrai que cette opportunité d'être guidé par la voix avec la technologie actuelle des QR codes, c'est quand même, c'est pratique parce que c'est quand même, ça marche bien. Et j'ai choisi de faire des pratiques assez courtes, donc c'est pas des pratiques d'une heure comme je peux les faire par ailleurs. C'est des pratiques qui sont raisonnablement autour de 10 15 minutes, mais il y en a même qui c'est Mhm. quelques minutes, quoi. Donc c'est vraiment très commode à s'approprier, à répéter. Et puis après à faire comment dire, en libre, avec sa liberté, son libre arbitre à soi, quoi. Voilà. Donc ça c'est commode. Et dans les exercices, donc qui sont pas forcément dans le livre, mais avoir une dimension artistique, travailler l'artiste en soi, c'est quasiment travailler le guérisseur en soi, quoi. C'est vraiment, Mhm. moi, le guérisseur, c'est celui qui transforme la souffrance. Et transformer sa souffrance, ben, de fait, ça va permettre d'amener une dimension intérieure plus posée, plus paisible, plus de sérénité. Et à partir de là, en souffrant moins, je peux me dire, voilà, qu'est-ce que c'est le sens de ma vie, le sens de mon incarnation? Et ça, mine de rien, c'est une question extrêmement spirituelle où l'âme rentre en conversation avec la conscience à un moment donné. Voilà. Mais si je suis accablé de souffrance, ben, je perds ma dignité humaine quasiment, quoi, hein. Si je m'isole, je perds ma dignité humaine. C'est toutes ces petites, c'est des choses des fois qui sont tellement simples à mettre en place et qui dans l'agitation collective, dans le côté, le scrolling avec les écrans, les informations qui descendent, qui dégoulinent, qu'on oublie, que ça s'enchaîne tellement dans une force folle, dans une vitesse folle, il y a quelque chose à l'intérieur qui peut être complètement désespéré. Et le fait de quitter les écrans, de s'asseoir et de se dire c'est quoi le sens de ma vie, question tellement fondamentale, à ce moment-là, l'âme, elle peut commencer à dire tiens, il y a quelqu'un là qui commence en haut, là, qui commence à réfléchir. Ouais. Voilà. Commence à bouger. J'ai une question de Jérémy qui tombe à point nommé par rapport à notre échange. Je me permets de te la lire. Ouais. Donc Jérémy qui nous dit, être proche de mon mental supérieur est fatigant. Il y a quelques années, tu avais dit, Florent, on récupère beaucoup d'énergie des basses fréquences. Depuis, je profite à fond lorsque je suis dans mon mental inférieur et ça passe plus vite et avec moins de culpabilité. Selon toi, dans quelle mesure ça peut être pas mal d'être dans son mental inférieur? Ouais. Alors, il y a une petite rectification déjà. On ne récupère pas d'énergie dans les basses fréquences. Donc, dans où il y a les entités et tout ça, au contraire, Ah on se ouais. vient pomper de l'énergie. Euh, J'ai Je, perdu je, suis- du texte, il Alors est un peu long. je suppose que quand il veut dire on récupère beaucoup d'énergie des basses fréquences, c'est Ah oui. justement quand on va revisiter ces basses fréquences-là et ces zones peut-être traumatiques ou en tout cas Oui. difficiles, que justement on va récupérer de l'énergie pour justement opérer cette transformation. En Je pense fait, que c'est peut-être à ce ouais. niveau-là. Il y a peut-être un petit point aussi à clarifier, c'est que quand on dit haute fréquence, on ne veut pas dire hyperactivité mentale. Parce que je peux être hyperactif dans mes obsessions les plus basses. Mhm. Donc c'est plutôt un calme mental dans les hautes fréquences. Et ce qui fatigue et ce qui pompe, c'est l'agitation mentale. Et un des gros challenges, et peut-être que dans le livre, je suis même pas allé assez loin, c'est comment trouver le bouton off du mental. C'est-à-dire Mhm. comment trouver un point de neutralité de pensée qui permet juste de se foutre la paix. Parce que tous les HPI, les TDA, etc., euh, tous disent comment je fais pour arrêter mon mental, Opposé, ouais, mettre sur pause, ouais. pour poser, mettre sur pause. Voilà. Et donc les pratiques, donc c'est apprendre à diriger le mental et à un moment donné, diriger le mental dans du vide. Donc, qu'est-ce que le vide? Comment avoir une représentation du vide? Ben, je vous donne un petit truc qui n'est pas dans le livre, je pense. C'est le puits de l'oubli, c'est-à-dire c'est imaginer au ciel Mhm. un trou noir spiralé et le mental, on va aller le mettre, l'installer comme dans un entonnoir de noir. Et dans cet entonnoir, le mental, il se pose et il se dépose et il se met en rotation et petit à petit, pof, il s'arrête. En général, les gens s'endorment.
sauf si des angoisses de mort arrivent. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, les hyperactifs cérébraux et ceux qui n'arrêtent pas avec une pensée en arborescence et tout ça, et je suis pour la pensée en arborescence, quand je le choisis, sans subir. Et ben, très souvent, en fait, l'agitation mentale qui fatigue, qui pompe qui prend le chou et qui empêche de bien dormir, en fait, souvent, ce sont des angoisses de mort cachées dessous. C'est-à-dire, il y a une forme d'inquiétude. Hmm. Est-ce que si je m'endors calmement, du sommeil du juste, je vais vraiment me réveiller? Et ces terreurs-là peuvent arriver tout petit, dès la toute petite enfance, vraiment dans les premiers âges de la vie. Le bébé peut déjà être dans des angoisses d'inconfort par rapport à la vie en général, sa vie. Et pas forcément parce que c'est le fracas autour de lui dans le contexte parental. Non, ça peut être très calme au niveau parental, mais le bébé à l'intérieur de lui, il peut déjà souffrir d'une forme d'anxiété qui l'empêche de dormir. Ouais. Et ben justement, est-ce que ce serait pas le moment de nous proposer un petit exercice, puis en plus on est en fin de journée, en milieu de semaine. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer là pour commencer notre insurrection spirituelle à notre niveau, maintenant, là, ce soir, ou à minima déjà de commencer à calmer un petit peu le mental? Alors, euh, il y a une expression que je vais le faire, mais il y a quelques petits points que je voudrais nommer là, qui me viennent au fur et à mesure. Moi, j'aime bien parler de musculation spirituelle. C'est comme si notre Hmm. état intérieur, c'était comme aller à la salle de sport, la salle de gym. C'est pas très agréable parce que faut se forcer. Enfin voilà, faut faire des efforts. Et en même temps, il faut être régulier, mais pas régulier une fois par an, régulier plusieurs fois par semaine. Et beaucoup de gens ont des fois l'utopie d'attendre, de travailler avec un grand chaman, un grand guérisseur, qui va les débourber de leur abandon intérieur. Et en fait, les gens qui sont forts spirituellement, les guérisseurs, peuvent faire passer un cran à la personne, mais derrière, c'est comme je te pousse pour que tu démarres en vélo, mais si tu pédales pas, tu vas arrêter, ton vélo va s'arrêter, tu vas tomber sur le bas-côté. Et bien, en fait, la musculation spirituelle, c'est ça, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il faut être en insurrection intérieure, parce que c'est face à soi. Et Dieu sait que face à soi, on n'est pas forcément les plus sexy du monde. Et puis on a le petit mental là, qui commence à dire, mais non, ça sert à rien, tu y arriveras jamais, etc. Et donc, il y a une véritable détermination à marquer à l'intérieur de soi, d'où l'intérêt de ce manuel, c'est-à-dire que c'est quand même un support pédagogique qui permet de faire du pas à pas. Si les gens pratiquent 4 5 fois par semaine un exercice de 15 20 30 minutes, c'est magnifique, quoi, c'est Ouais. splendide. Et puis, euh, des fois, dans les pratiques de cette musculation spirituelle, il y a un moment donné où il faut accepter de retrouver ses racines spirituelles. Moi, par exemple, j'ai des racines européennes. Bah, concrètement, ma racine, elle est chrétienne. Et des fois, les gens sont tellement en guerre contre l'Église, et pour plein de raisons tout à fait entendables, hein, qui vont se tourner vers des religions et des pratiques plus orientales. Et évidemment, l'Orient a amené beaucoup de choses, beaucoup de pratiques, beaucoup de méditation, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Et pourtant, notre monde intérieur, lorsqu'on est européen, eh ben, il est quand même enraciné dans la chrétienté. Et moi, donc, j'ai des pratiques à la fois très engrammées avec des saints guérisseurs que j'utilise par exemple dans les soins, et j'encourage vraiment les gens à se relier à certains saints guérisseurs avec lesquels ils ont de l'affinité pour pouvoir les aider dans ce mouvement d'insurrection spirituelle intérieure parce qu'on a besoin de soutien. Alors, ça peut être un soutien externe, mais un soutien vibratoire qui passe par l'invisible, c'est extrêmement précieux. Et puis après, moi, je vais utiliser aussi, j'utilise beaucoup la médecine des Bouddhas, par exemple, même si je suis pas un grand pratiquant du bouddhisme tibétain, il y a quand même quelque chose d'intéressant à recevoir par là. Voilà. Donc, je voulais amener ces notions-là parce que il me semble qu'aujourd'hui,
quand, je sais plus qui disait, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Il faut vraiment distinguer la spiritualité de la religion. La Hmm. religion, c'est vraiment ce qui permet de relier les fidèles, les adeptes d'une église, et la spiritualité, elle est au-delà. Et les deux ne sont pas en opposition, mais moi j'ai toujours mis la spiritualité au-delà parce que il y a vraiment quelque chose qui est traversant et qui Oui. arrose les églises et les religions, mais qui est une source commune à toutes les religions. Voilà. Et moi j'aime beaucoup me relier au-delà des églises, même si je j'ai rien contre les églises, évidemment. Voilà. Cette petite Bien précision me reçu. Ouais, paraissait ouais, merci pour ça. Oui, en importante. effet, je pense que c'était essentiel de le dire et ça recoupe un petit peu ce qu'on disait en tout début. C'est que, en l'occurrence, la baguette magique spirituelle complètement n'existe pas et que ça passe par un travail régulier de soi à soi. Ce qui ne veut pas dire que ponctuellement on peut pas avoir, pas passer un cran spirituellement ou autre, mais que quand même ça reste quand même quelque chose qui nécessite au final une certaine rigueur, j'ai envie de dire. Oui, il y a de la rigueur. Et ce qui me vient encore important dans les objectifs d'un chemin d'éveil de conscience spirituelle, c'est vraiment un appel intérieur à vouloir changer. Hmm. C'est-à-dire il faut vouloir changer, il faut vouloir évoluer. Il y a vraiment, et c'est, on va dire, ouais, c'est de l'ego, etc. Mais c'est pas un mouvement d'ego juste pour moi-je. C'est quelque chose qui, quand moi, je suis dans une forme de transcendance, à ce moment-là, cette transcendance, elle peut accompagner les gens que je croise et les liens que j'ai en dehors de moi, de mon petit moi-je. Et ça, Hmm. c'est vraiment pour moi une notion très importante. Et j'aime bien dire aussi que c'est ce qui est intéressant, c'est comme si on arrivait à spiritualiser la matière, sa matière corps, et spiritualiser ses actions. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour sauver le monde, mais il y a quelque chose de gracieux dans ce qu'on Hmm. essaye de proposer, quoi. Voilà. Alors, des fois, ça marche pas, des fois, on se rate, et puis voilà. Et l'ego, il aime pas l'échec. Donc, Ça, c'est bien connu. Oui. il faut accepter de se tromper, de faire des boulettes, de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort. Enfin voilà, j'enfonce des portes ouvertes, je suis sûr pour beaucoup, mais c'est cette dimension intérieure. Et la spiritualité, ben, c'est une bougie, quand elle est allumée, des fois on voit la flamme vaciller, des fois on a l'impression qu'elle va s'éteindre. Elle est éteinte, mais en fait elle se rallume. Et en fait, il y a une espèce de yo-yo, une forme d'impermanence dans son évolution spirituelle. Puis au bout d'un moment, c'est stable et ça marche. Voilà. Ok. Voilà. Plein d'espoir pour ceux qui sont potentiellement en phase décroissante. Voilà. C'est une phase. Est-ce que tu veux nous proposer un petit Une exercice? petite pratique de quelques minutes? Allez, ça on fait Allez, tous ensemble. allez. Alors, ce que je vais proposer, bah, ça va être juste que vous fermiez les yeux et on va travailler simplement la présence à soi, la présence à son monde intérieur, à son corps. Donc, pour ce faire, déjà, on va prendre une respiration simple, inspirer sur quelques secondes et immédiatement expirer sur quelques secondes. Et en même temps que vous allez faire ça, en même temps, vous allez faire un scan des points d'appui de votre corps physique sur la chaise, le fauteuil, le lit, là où vous êtes posé. Juste prendre quelques minutes, quelques instants pour inspirer par le nez, expirer par le nez sans interruption entre les deux et en même temps scanner le corps pour ressentir les zones d'appui et peut-être des zones de confort et peut-être des zones d'inconfort. Quelque chose d'assez simple, mais rien que ça, c'est déjà une division de l'attention. Et rien qu'en faisant ça, son mental, normalement, s'apaise. Parce que je compte mes respirations, enfin, on compte pas encore, mais on va compter après. Je respire en conscience, présent, et je scanne mon corps. Et là, le mental est déjà dirigé. Et ce qui est très intéressant, c'est d'observer si mon mental s'échappe sur une autre pensée, c'est que je suis moins présent à cette simplicité. Et comme la nature humaine aime la complexité, dès que c'est simple,
il se lasse. Et donc, l'astuce, c'est de ne pas se lasser dans quelque chose d'aussi simple de l'inspire et de l'expire et du scan du corps. Ensuite, on va améliorer un peu la respiration. On va faire 4 secondes inspirer par le nez, bloquer 1, 2 secondes, expirer sur 4 secondes à peu près, 1, 2, 3, 4, bloquer en bas 2 secondes, 1, 2, inspirer 4 secondes, bloquer 2 secondes, expirer 4 secondes. Voilà, c'est une respiration en carré, en rectangle même. Et là, en même temps, vous allez juste porter attention à votre petit bassin, au niveau du périnée, au sacrum, en avant le pubis. En maintenant cette respiration, 4 secondes, inspire, bloquez 2 secondes en haut de l'inspire, expirez 4 secondes, bloquez en bas de l'expire. Par cette respiration en carré, vous allez en même temps imaginer que votre bassin, votre périnée, prend une transparence et une teinte bleutée. J'ai pas dit que vous voyez, j'ai dit vous imaginez que votre bassin est transparent, comme un cristal de roche, et à cet endroit, vous installez du bleuté, un joli bleu pétillant, lumineux, en maintenant cette respiration 4, 2, 4, 2. Donc là, on utilise la force de la mise du mental à mettre en image, une représentation localisée sur le corps physique, juste un petit secteur du corps physique, et en même temps, une imagination créative de beauté de ce bassin qui devient transparent comme du cristal et en même temps avec une teinte bleutée. Et à ce moment-là, votre imagination peut avoir d'autres idées pour générer de la beauté. Et c'est là que vous laissez aller votre imagination. Donc il y a du bleuté, il peut y avoir des cristaux dans le cristal, il peut y avoir des bulles de lumière, des bulles avec d'autres lumières. Voilà, il y a une forte richesse du mental. C'est là que le mental s'apprend à devenir plus créatif en ayant une indication simple au départ. Voilà. Et vous prenez une respiration simple, non forcée, tout en maintenant dans votre petit bassin la respiration simple, inspire, expire, et une imagination transparente et une espèce de fluorescence phosphorescente, bleutée, très brillante, très lumineuse. Voilà, et ça permet de travailler la présence à soi. Voilà, vous pouvez revenir. Hmm. C'est une toute petite pratique et un des grands travers de notre mode de fonctionnement fréquent, c'est la non-présence. C'est-à-dire, je suis en partie là et en partie beaucoup ailleurs. Donc, en fait, je suis pas Ouais, du dans ses pensées ou ouais. dans ses pensées ou dans le futur ou dans des peurs, dans mes émotions, voilà. Hmm. Et, ou dans la peur des émotions que je pourrais avoir dans telle situation de 10 minutes après un rendez-vous, etc. Voilà. Génial. Bah écoute, merci beaucoup Florent pour cet exercice Merci et cette Lucas. proposition. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser? Si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main, soit écrire directement dans le chat. En tout cas, j'en reprofite pour remonter ton livre, donc le manuel d'insurrection spirituelle. On le retrouve sur l'institutarc-en-ciel.com directement. Et Oui. là, vous avez eu un tout petit aperçu des différentes pratiques qui sont proposées dans ce manuel. Oui. Eh ben, je crois qu'on n'a pas de questions pour l'instant. Ne soyez pas timide, que ce soit par écrit ou je peux vous permettre de prendre la parole si vous le souhaitez. Il suffit de lever la main pour ça. Vous avez une petite icône pour ça juste en dessous de l'écran. Bon.
pour C'était une l'instant. petite synthèse, je crois qu'on a été assez synthétique, c'est pas mal. Ouais, je crois qu'on a, ouais, hein, c'est pas mal là. Peut-être que s'il n'y a pas de questions d'ici, c'est qu'on a couvert à peu près tout. Euh, Corinne qui ne dit pas de questions, merci, c'était très clair. Bon, ok. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, Florent, quelque chose qu'on aurait Ouais. oublié de citer, ou peut-être un dernier conseil? Alors, par rapport à ce sujet-là, tout de suite, j'ai rien de plus à ajouter. Là, c'est vraiment, j'ai dit vraiment, il me semble, la synthèse un petit peu Hmm, importante. Après, vraiment, on pourrait rentrer beaucoup plus dans le détail de l'ego. Dans ce livre, ce que je peux dire sur ce livre au niveau de l'ego, c'est quand même que je me suis beaucoup décortiqué l'ego. Et je ne sais pas si j'ai été exhaustif, mais je sais que quand j'écrivais, j'étais là, waouh, quand même. Parce qu'à chaque fois, tous les petits chapitres concernant l'ego que j'ai écrits, à chaque fois, je me suis euh, vraiment décortiqué moi-même. Et c'était pas forcément agréable de me décortiquer à certains endroits. Je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a encore ça qui frotte un peu. Donc, bah voilà, j'espère que ça inspirera pas mal de réflexions c'est un cheminement pour toi aussi, d'une certaine manière. Ah C'est ouais, 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 ouais. exactement Oui, ce que tu présentes, c'est que tu sors de ta zone de confort, tu oses avec l'ego et tu amènes ta contribution sur tout ça et tu es ouais. l'exemple de ce que tu proposes. Alors, je sais pas si je suis l'exemple Du moins, parfait, mais t'essayes en tout cas. je sais pas si je suis l'exemple à suivre aussi. Mais en tous les cas, voilà, je peux donner quelques inspirations. Oui, 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 oui. Après, je suis pas un grand sage et un grand maître qui a tout compris, tout vu, tout clarifié. Et on a tous encore nos zones d'ombre à explorer, et j'en fais partie, j'ai les miennes. Et après, je laisse faire la vie, je laisse faire les synchronicités, les opportunités que m'offre ce temps de vivre, qui est tout à fait passionnant. En tous les cas, pour moi, écrire, ça a été passionnant. Transmettre, c'est passionnant. Et faire un petit webinaire comme ça, pour moi aussi, c'est un grand plaisir. Et si je peux toucher par quelques mots certaines personnes, bah vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre travail. Je dis notre travail parce que on est une petite équipe dans les stages à transmettre. Voilà, ça fait quand même plus de 10 ans maintenant, 12 ans, 13 ans que j'anime des stages dits spirituels, on va dire, que ce soit en chamanisme ou en soins esséniens. Donc Mhm. je commence à avoir un petit peu de recul. Donc voilà, faut oser. Et les transmissions les stages sont toujours de très jolis moments de rencontre dans le groupe, d'expérience. Il y a beaucoup d'expérience. Il y a toujours un petit peu de théorie qui prend appui sur les expériences et les questions qu'évoque l'expérience. Et puis, de très jolis moments de partage avec les autres parce que, encore ce week-end, là, j'étais sur un stage et une dame, elle me dit, elle m'envoie un mail aujourd'hui, elle me dit, mon Dieu, mais c'est incroyable, c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression d'avoir rencontré une famille d'âmes. Et je pense que c'est ça qui est touchant dans les gens qui accrochent avec nos propositions, c'est qu'ils se reconnaissent quelque part comme une famille d'âmes où il y a un bouillonnement intérieur qui a envie de progresser, de comprendre et d'évoluer. Ouais, bien sûr. Et on a une petite question de Diana Oui. qui se demande comment. Alors, pouvez-vous nous exposer comment vous êtes venu à ce type de pratique, à ce chemin? Alors, je sais pas si ça fera pas l'objet d'une deuxième conférence, mais Bon, si tu peux dire en quelques si j'ai mots. 2 minutes, je peux vraiment faire un résumé. En fait, moi, mon chemin, il a commencé, j'ai envie de dire, à mon insu tout petit, parce que en CP, je me souviens, tous les soirs, je partais visiter dans mon lit où était le bout de l'univers. Et donc, en fait, je faisais des sorties de corps et de voyage astral pour aller creuser l'univers. Mais j'avais aucune idée de ce que je faisais à l'époque, hein. Je faisais ça à 7 ans, autant dire que j'avais pas ni de lecture, ni de connaissances apprises à cet endroit-là. Alors c'était peut-être une connaissance, Ouais. je ne sais rien. Et après, j'ai été poursuivi par des rêves. Je dis poursuivi, j'ai presque envie de dire agressé par des rêves, parce que tout est passé par les rêves dans un premier temps chez moi. Et puis des rêves, ben, en fait, le travail perso, les rencontres de personnes qui m'ont appris le chemin des rêves, apprendre à décoder les rêves, comprendre les rêves, les messages des rêves.
Et puis c'est de là, à travers l'analyse des rêves, en fait, une excellente thérapeute, un jour, elle me dit, mais Florent, tu fais des rêves de guérisseur spirituel. Et là, j'ai fait, non, 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 c'est pas possible, c'est trop pour moi. Et ça m'a tellement touché, cette phrase-là, en tous les cas, directement, ça a parlé à mon âme, à mon cœur, que j'ai fondu en larmes. Tellement c'était inentendable que je puisse avoir avec quelque chose du guérisseur spirituel, en sachant qu'à l'époque, j'étais déjà ostéopathe, acupuncteur, kiné, enfin voilà. Donc j'avais déjà un gros parcours pragmatique pour accompagner la souffrance des gens. Mais alors, guérisseur spirituel, c'était inentendable. Et à partir de là, bah, j'ai fait le chemin spirituel qui s'imposait donc à travers le travail essénien. Et donc, j'ai, je pense, à peu près 18 ans de pratique essénienne derrière moi avant de proposer mes propres stages, mes propres transmissions, quoi, voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, parlant des stages, je vais lancer un petit sondage, mais surtout, quels sont les stages sur lesquels on peut te retrouver prochainement? Bah, écoute, très prochainement, euh, en août, il y a un stage sur la perte gémellaire intra-utérine. Donc, c'est un énorme sujet bah, qui impacte l'âme, hein, et en même temps qui crée une telle brèche dans cette âme que ça laisse apercevoir la lumière. Donc, il y a beaucoup de force et de détermination spirituelle chez les jumelles et les jumeaux nés seuls. Même s'il y a dans le sillage juste à côté beaucoup de difficultés et de dépression. Et puis en septembre, je crois la deuxième quinzaine de septembre, un stage aliment réintégration de l'âme. Voilà. Globalement, tous nos stages travaillent sur l'âme. Voilà. Donc c'est les deux stages de ces quelques mois à venir. Puis après, on a un stage qui est essénien, c'est le diamant essénien. C'est un Hmm, stage de 6 jours. Là, c'est un gros stage en deux parties, enfin qui se suit en deux parties. Et là, on est vraiment sur voilà, décortiquage avec une roue de médecine à 16 branches, fois 2 roues individuelles. C'est un gros travail et qui permet de bien décortiquer l'ego, là, pour le coup. Et de voir, on a bon. encore une jolie marge d'évolution. Et on en a tous. Voilà. Ça, c'est certain. C'est Et c'est du le stage qui coup, met les points sur les i quand les gens ont déjà pas mal cheminé. d'accord, bon, voilà, vous savez où aller si vous avez déjà pas mal cheminé. Alors, en tout cas, voilà, on te retrouve sur institutarc-en-ciel.com et de manière Avec générale, si on plaisir. tape ton nom sur les moteurs de recherche, on te trouve facilement. Ouais, Pour ouais, ceux qui ouais. regarderont cette vidéo en replay, vous aurez les liens donc, vers le site internet de Florent et sa chaîne YouTube où vous retrouverez également pas mal de conférences et d'informations j'ai envie de dire, au-delà de l'information, de différents savoirs autour de ces pratiques. Florent, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Je te remercie Super. vivement d'avoir répondu à mes questions. Et puis on te retrouve très bientôt. Et encore une fois, institutarc-en-ciel.com pour retrouver Florent. Merci à nos auditeurs. Et merci à C'était tous et toutes celles et un ceux grand qui sont plaisir. présents. À bientôt, Lucas. À bientôt. Hop.